tournant. À la suite du rapport de Reporters sans frontières, le ministère de la Communication dévoile son propre document. Plusieurs réformes majeures sont annoncées, notamment sur la conformité des organes de presse. Médias sous pression entre réforme et répression. À la veille de la journée mondiale de la liberté de la presse, le paysage médiatique sénégalais est en crise. Relations tendues avec le pouvoir, arrestation de journalistes et fermeture de rédaction rythment l'actualité du secteur. Enfin, fond Covid-19, 2 députés face à la justice, Moustapha Diop et Salimata Diop, perdent leur immunité parlementaire. Ils sont cités dans une affaire de gestion controversée des fonds Covid révélée par la Cour des comptes. Voilà pour les titres. Le développement, c'est dans un instant. Merci de nous choisir pour vous informer. Le classement mondial de Reporters sans frontières pour 2025, place de Sénégal à la 74e position, soit un bond de 20 places. Mais la liberté de la presse en Afrique subsaharienne connaît un recul préoccupant, rapporte le rapport de Reporters sans frontières. En effet, le score économique a dégringolé dans 80 pays de la sous-région, selon Sadibou Maron, directeur du bureau exécutif de Reporters sans frontières. Les médias sont désormais pris en étau entre la garantie de leur indépendance et leur survie économique. Classé à la 74e place, le Sénégal a gagné dans le classement mondial de la liberté de la presse près de 20 points par rapport à l'année dernière où il s'était classé 94e au niveau mondial. Si on a vu des années où le pays avait occupé la 47e place, d'autres où la 49e place. Cette année, donc c'est sur la 74e place. C'est important en termes d'acquis. Donc l'année dernière, c'était la 94e place. C'est important en termes d'acquis, mais on peut constater aussi que c'est insuffisant. C'est insuffisant parce que c'est un pays qui doit pouvoir reprendre un peu son rôle de leader dans une sous-région. Un classement qui révèle l'état de la liberté de la presse dans le monde à l'heure où elle connaît un recul inquiétant dans de nombreuses régions du monde. Selon Reporters sans frontières au Sénégal, le manque de subventions publiques pérennes et transparentes fragilise encore et davantage le secteur malgré les réformes en cours. Nous avons connu quasiment durant un an le blocage des comptes bancaires à cause des poursuites des impôts. Mais il y a à part la pression fiscale, il y a également une pression économique. Si on vous étouffe d'un point de vue fiscal, on vous étouffe d'un point de vue économique, c'est pour réprimer la liberté de la presse. Dans plusieurs pays, les autorités utilisent la justice ou les organes de régulation pour sanctionner des organes de presse, a révélé le rapport. Aujourd'hui, le nouveau régime veut réprimer et dire quels sont les médias qui sont autorisés entre guillemets au Sénégal ou ne le sont pas. Et donc nous pensons que cette atteinte-là est l'atteinte la plus grave. Ceux qui consomment l'information, ce sont les citoyens et le public. Ce public et ces citoyens a le droit de savoir qui est derrière ce média qui me fournit cette information-là. Et ça, c'est important. Donc, il faut déclarer ces médias-là. Il faut que les gens puissent savoir est-ce qu'il y a des journalistes qualifiés, quel est le nombre de journalistes, des gens qui sont attachés aux valeurs du journalisme et aux fondamentaux du journalisme. Ça, c'est la première chose. Depuis l'arrivée du nouveau régime, plusieurs journalistes ont été interpellés dans l'exercice de leurs fonctions, une situation qui constitue une atteinte à la profession. Moussa Mané, vous venez de le dire, depuis l'arrivée du régime en place, de nombreux journalistes ont été interpellés dans l'exercice de leur fonction, une situation qui interpelle Reporters sans frontières, selon Sadibou Maron, directeur exécutif, directeur du bureau Reporters sans frontières pour l'Afrique subsaharienne. Plusieurs de ces tensions pourraient pourtant être désamorcées par l'action du CORED. La question de fond, pour nous, c'est important. C'est quoi? C'est comment faire en sorte que pour que s'il y a des questions, s'il y a des problèmes liés à des diffusions de fausses nouvelles, tout cela, et si c'est lié aux médias, à l'exercice du journalisme, comment faire en sorte que les journalistes eux-mêmes ne puissent pas être des juges, entendre leurs juges. C'est la question, le CORED sert à ça. Donc il y a beaucoup d'aspects qui peuvent être réglés par le CORED en termes de panel, en termes de tribunal de paix. Ça, c'est important. Ça va permettre aux journalistes eux-mêmes de savoir que de se responsabiliser davantage et de se dire que mais écoutez, j'ai mes pairs qui sont en train de suivre mon travail. Et ça, c'est important. Nous préférons cela à des détentions. Nous préférons cela aussi à des convocations et des auditions.
Dans un autre contexte, après la publication du rapport de Reporters sans frontières sur la liberté de la presse, le ministère de la Communication a également présenté son propre rapport concernant la réforme des médias. Ce rapport annonce plusieurs réformes à venir, en plus de celles déjà en place, notamment celles touchant à la conformité des médias. Compte rendu Mamoudou Kanté. C'est le directeur de la communication qui a pris la parole pour dévoiler les grandes lignes du rapport du ministère de la Communication sur les réformes des médias. Selon les chiffres, sur les 639 médias enregistrés sur la plateforme officielle, seuls 258 sont jugés conformes au code de la presse, contre 381 qui ne respectent pas les exigences réglementaires, soit 60% de non-conformité. La plupart des médias, en réalité, pour ne pas être très violents, c'est des médias fantaisistes, c'est des déclarations de médias inexistants, parce que cela revient également sur le diagnostic que nous avons effectué sur le fonds d'appui de développement de la presse. Certaines radios communautaires n'émettaient pas, les fréquences sont attribuées mais les radios n'émettent pas, certains journaux ne sont jamais parus sur la place publique, c'est des PDF. Certaines télévisions, entre guillemets, on se rend compte que c'est des chaînes YouTube qui se contentent, qui ne produisent même pas en ligne. Concernant les médias non conformes, le ministère a pris un arrêté ordonnant leur cessation de publication, en plus d'appliquer les sanctions prévues en cas de non-respect. On dit que le ministre ne doit pas le faire. Et ça, c'est très amusant parce que décret fixant avantages et obligations, c'est le ministre en charge de la communication et chargé d'appliquer ce décret. Et je dis, ce décret tire sa source du code de la presse. FADP, Fonds d'appui développement de la presse, on dit le ministre en charge de la communication est chargé de l'appliquer. Et le FADP tire sa source du code de la presse. Et maintenant, quand on l'arrêté pour mettre en œuvre ces dispositions qui sont prévues par la loi, on nous dit non, le ministre ne peut pas. Pourquoi le ministre ne pourrait pas? Cette réforme sur la conformité n'est qu'une première étape. Le rapport annonce d'autres réformes à venir pour renforcer l'application du code de la presse. C'est la réforme du Fonds d'appui de développement de la presse. En plus de cela, il y a le Fonds de développement pour la diffusion et la production de l'audiovisuel, FDDPA, qui a été institué dans l'arrêté et qui part avec une enveloppe de base de 2 milliards. Il faut que l'État puisse accompagner ceux qui sont dans le secteur de l'audiovisuel à avoir et les ressources, et les équipes, et le matériel, mais également le coût de déploiement. Enfin, et le dernier point sur les réformes concerne également la convention collective. Ces mesures s'inscrivent dans une volonté plus large de restructurer le paysage médiatique national pour garantir professionnalisme, éthique, respect de la législation en vigueur. Habibou Dia, avec qui nous restons, se dit satisfait du rapport de Reporters sans frontières. Il souligne que les 20 places gagnées par le Sénégal dans le classement sont le fruit du travail collaboratif entre le ministère de la Communication et les acteurs du secteur dans le cadre des réformes entreprises. Mondiale de la presse, de la liberté de la presse, présentée par Reporters sans frontières et dans lequel aujourd'hui nous sommes assez satisfaits du rang mondial du Sénégal qui gagne quasiment 22 places et sur lequel les experts qui ont travaillé sur ce rapport ont salué la démarche de réforme entamée par les autorités qui reprennent les conclusions des assises des médias pour accompagner les entreprises de presse, les acteurs des médias à sortir de l'informel, à garantir une plus grande viabilité économique et aussi la démarche des autorités qui, depuis leur arrivée, essayent tant bien que mal d'éviter autant que possible de judiciariser les affaires dans lesquelles des journalistes peuvent être impliqués. Le fonds d'appui à la presse pour l'année 2024 qui avait été inscrit au budget ne sera finalement pas distribué et la somme ne sera distribuée cette année. Cependant, Habibou Dia, directeur de la communication, a fait savoir que l'enveloppe allouée pour 2025 sera plus importante que les précédentes. Parce que le fonds d'appui pour 2024, il n'existe plus. Dans la loi de finances, il y a 5 chapitres. Fonctionnement, etc. Et il y a le 5e chapitre, investissement. Il n'y a que le chapitre investissement, quand on sait que c'est des investissements routiers, dans l'infrastructure, etc., les grands projets, qui peuvent faire l'objet d'un report de crédit. Et donc, n'oublions pas que ce que le Code de la presse dit, c'est que l'État peut accorder une aide.
Le code de la presse ne dit pas que l'État est obligé. Il peut si les conditions optimales sont réunies. Donc légalement, les conditions n'étaient pas pour 2024. Bon, dommage pour nous tous. Mais je pense que ce qui peut compenser, c'est que l'enveloppe augmente et peut-être qu'avec l'augmentation des enveloppes, plus le fonds d'urgence mobilisé par le FADP, à la fin de la journée, les patrons de presse, s'ils font leurs calculs, ils se retrouveront peut-être avec une enveloppe beaucoup plus conséquente que ce qu'ils auraient pu espérer sur 2 années cumulatives. L'ADPME, dans sa politique d'accompagnement aux entreprises de presse, a décidé de soutenir 12 d'entre elles avec une enveloppe globale de 400 millions de francs CFA. Selon Abibou Dia, la plus petite enveloppe allouée à une entreprise est de 32 millions de francs CFA. On avait mis sur la sellette l'ADPME, Agence pour le développement des petites et moyennes entreprises, qui a mobilisé une enveloppe de 400 millions pour accompagner dans une phase pilote 12 entreprises pour la restructuration financière qui les concerne. La signature de leur convention se fera demain et la plus petite enveloppe décernée au plus petit groupe est de 32 millions. Ça veut dire qu'aujourd'hui, il est important que ce contraste-là entre le discours sur la volonté ou pas d'endiguer les entreprises, d'étouffer, et la méthode aujourd'hui mise en œuvre par l'État pour accompagner ces entreprises qui est plus sérieuse, c'est vrai, qui demande plus de transparence, c'est vrai, qui demande plus de rigueur parce qu'il y a des mécanismes que l'ADPME a et que le ministère n'avait pas de vérification, premièrement, avec des procédures de décaissement des montants alloués, de vérification de la conformité de la destination des décaissements aux bénéficiaires, mais enfin de vérification de l'impact. Les médias sénégalais traversent une période difficile à la veille de la Journée internationale de la liberté de la presse qui sera célébrée ce 3 mai. En plus des réformes pesantes, les violations des droits des journalistes sont devenues fréquentes depuis l'arrivée des nouvelles autorités. Les relations entre médias et pouvoir se sont détériorées. La presse sénégalaise est au bord de l'asphyxie, étreinte avec une pression accablante par un pouvoir qui semble vouloir la réduire au silence. Depuis l'avènement de la 3e alternance politique au Sénégal, les hommes de médias vivent opprimés dans un environnement où les libertés et les droits sont farouchement bafoués. Les rapports entre le gouvernement et la presse deviennent de plus en plus tendus, marqués par des arrestations de journalistes. La dernière interpellation en date est celle de Simon Faye, rédacteur en chef de la Radio Zik FM, placé sous contrôle judiciaire pour diffusion de fausses nouvelles. Avant lui, d'autres journalistes ont eu des frictions avec la justice, dont Madiambal Diagne. Dans l'affaire qui l'oppose au chef du gouvernement, Ousmane Sonko, le journaliste Chahirim Seck a été placé en garde à vue le 1er octobre 2024 pour diffamation et diffusion de fausses nouvelles. Le régime se cache derrière le prétexte de vouloir lutter contre la désinformation et protéger l'ordre public pour commettre ce que les acteurs de la presse qualifient de tentative de musellement du 4e pouvoir. Sur le plan économique, la presse sénégalaise vit des jours difficiles, tenaillés entre pression fiscale et suspension des conventions et publicités par les nouvelles autorités. La journée sans presse organisée avec succès à travers le pays, le 13 août 2024 fut un signal fort, une alerte claire sur les lendemains sombres qui attendent la presse, une corporation à bout de souffle qui craint aujourd'hui pour sa survie. Les médias sénégalais subissent également le diktat d'une tutelle qui, dans sa dynamique de réguler le secteur, est en train de nuire aux concernés. Son projet d'assainir le paysage médiatique fait des victimes. Sur les 650 et quelques médias au Sénégal, seuls 258 ont pour l'heure été déclarés conformes aux exigences administratives des nouvelles autorités. Le ministre de la Communication a décidé de la suspension des médias dits non conformes au code de la presse. Des sites web et Web TV sont en passe d'être bloqués. Des fréquences et des licences vont être retirées et des centaines de soldats de l'information vont se retrouver au chômage. Les chantiers dans le paysage médiatique sont encore immenses. Les journalistes réclament des réformes économiques pour survivre dans un environnement en lambeaux, mais aussi la matérialisation de certaines promesses électorales du régime. Dans un autre registre, à l'Assemblée nationale, les députés Moustapha Diop et Salimata Diop ont vu leur immunité parlementaire levée par la majorité suite à leur gestion des fonds Covid-19 en 2020. Devant leurs collègues, ils ont défendu leur gestion, affirmant être prêts à tout pour se disculper des accusations soulevées par le rapport de la Cour des comptes 2022. L'Assemblée nationale a encore procédé à 2 levées des immunités parlementaires des députés de l'opposition. Moustapha Diop et Salimata Diop, respectivement ministre du Développement industriel et des petites et moyennes industries, et ministre de la Femme, de la Famille, du Genre et de la Protection des enfants, sous Macky Sall. La cause, leur gestion dans les fonds destinés à lutter contre le Covid en 2020. Le ministère du Développement industriel
des petites et moyennes industries a bénéficié d'un montant de 2,5 millions pour l'acquisition de masques. $147 500 francs étaient les mêmes que ceux qui avaient été produits pour les opérations de la caisse aide et secours. Cette séance en double procédure permet au président de la commission ad hoc ici de revenir sur le rôle, mais aussi sur le déroulement des auditions des députés concernés. Si le règlement intérieur et la constitution, aucun député ne peut être poursuivi ou arrêté. Vous serez jugé et par des juges et par également des députés. Contre-attaque de l'opposition cinglante. Lui, il a déjà fait le jugement. Vous devez dire à votre Premier ministre de s'occuper du problème des travailleurs. Les deux anciens ministres concernés tour à tour se sont justifiés, défendus devant leurs collègues. Quand on nous a donné le montant de 2,5 milliards, mes services n'y ont commis aucune faute. Face à cette assemblée, je déclare solennellement, je n'ai été ni complice, ni témoin, ni travailleur passif de quelconque enrichissement illicite. Les levées des immunités parlementaires ont été faites, adoptées. Dans les deux cas, 116 et 118 ont voté pour, 8 et 14 ont voté contre. Moustapha et Salimata Diop sont ainsi livrés à la justice. En bref, Antoine Félix Diome, ancien ministre de l'Intérieur, fait l'objet d'une plainte déposée auprès du parquet financier judiciaire. Cependant, ce dernier a également riposté en déposant une plainte pour dénonciation calomnieuse contre Zakioulaye Sow, qui l'accuse d'être responsable de son arrestation par la DIC. Cette plainte est liée à un conflit autour de la gestion des fonds dans le cadre du programme d'urgence d'aménagement intégré de la voirie primaire de Diamniadio. La situation dans les hôpitaux ne cesse de se dégrader. Dr Aminata Diop, qui travaille dans un hôpital de niveau 3, a adressé une lettre ouverte au ministre de la Santé, Ibrahima Sy. Elle dénonce la pénurie de médicaments essentiels dont les services d'urgence et les conditions de travail difficiles dans un système de santé en crise. Saviez-vous que lors de ma dernière garde, il y a 10 jours, une femme de 40 ans est arrivée aux urgences à 3 h du matin accompagnée de son fils de 18 ans en ayant un pneumothorax compressif et une acidocétose diabétique. 2 urgences vitales, 2 diagnostics qui exigent une intervention immédiate, insuline, sérum salé, drainage thoracique. Saviez-vous, monsieur le ministre, que rien de tout cela n'était disponible aux urgences dans un hôpital de niveau 3? Ces mots adressés au ministre de la Santé sont du médecin urgentiste Dr Aminata Diop. Des propos qui témoignent de la douleur des médecins très souvent impuissants face à un patient en détresse respiratoire et qui risque de mourir parce que des médicaments qui étaient censés être disponibles à tout moment dans un service d'urgence ne le sont pas. Dr Aminata Diop poursuit sa lettre et exprime sa peine. Je me suis battu car il était hors de question que cette femme meure devant son fils. Il faisait 3 h du matin et c'est le fils de la patiente arrivé en état d'urgence qui était obligé d'aller chercher les médicaments lui-même au niveau de la pharmacie de l'hôpital Fann qui refuse un paiement via un service de transfert d'argent. Si ce n'était l'aide du caissier de la brioche dorée de l'UCAD, la patiente de 40 ans allait mourir. Dr Aminata Diop interpelle le cœur meurtri, le ministre de la Santé. Oui, un homme dont le métier est de vendre des croissants a fait ce que notre hôpital, votre hôpital, n'a pu faire. Il nous a dépannés. Est-ce cela notre système de santé? Dr Aminata Diop dénonce ainsi un système de santé en ruine qui fait qu'un médecin seul de 17 h à 8 h du matin surveille 45 patients dont 4 en réanimation, gère les urgences, les hospitalisations, les avis et en plus de jouer aux banquiers, aux logisticiens, aux maniants de médicaments à 3 h du matin. Face à cette situation, Dr Aminata Diop, dans sa lettre ouverte, demande au ministre de la Santé de recruter les médecins qui chôment avant de les perdre, d'approvisionner les services d'urgence en médicaments et d'arrêter de faire des hôpitaux des mouroirs à budget serré.
Nefatou Wade aux Parcelles Assainies, un début d'incendie a touché ce jeudi la sacristie de la paroisse Marie-Immaculée. Aucun blessé n'est à déplorer, mais l'émotion reste vive. C'est peu avant la prière de la Divine Miséricorde que les fidèles découvrent de la fumée s'échappant de la sacristie. Très vite, l'origine du sinistre est identifiée et le secours alerté. Le feu est parti il y a quelques minutes, lié à un encensoir qui a été déposé là. Et malheureusement, le feu s'est vite embrasé au sein de la sacristie. Grâce à l'intervention rapide des sapeurs-pompiers, l'incendie est vite contenu. Plusieurs objets liturgiques ont pu être sauvés, même si des pertes matérielles sont notées. Mais grâce aux sapeurs-pompiers qui ont pu véritablement intervenir à temps, nous avons pu sauver quelques meubles et quelques chasubles. J'ai vu une communauté soudée, une communauté qui aime bien sa paroisse, une communauté qui adore sa paroisse. Et nous prions que le Seigneur consolide encore cette unité et qu'il nous aide à braver cette épreuve en essayant encore de reconstruire cette sacristie. Au-delà des dégâts, le curé salue la mobilisation de la communauté et le soutien des autorités locales venues apporter leur aide. Et tout le monde est en train de prier par rapport à ce sinistre, mais aussi travailler pour que cela ne puisse plus se reproduire. Nous disons merci aux autorités locales qui ont déjà manifesté leur proximité. Merci aux différents services connexes, notamment les sapeurs-pompiers et l'UCG, qui nous ont aidés au nettoyage. Un sinistre maîtrisé, une église debout et une foi intacte, malgré un incendie qui est venu bouleverser momentanément les activités de la paroisse. Retour près de chez nous à Ouakam, lors d'une conférence de presse, l'association des pêcheurs de Ouakam a exprimé son mécontentement concernant l'utilisation des filets dérivants et la pénurie d'essence pour les pirogues. Les pêcheurs invitent les autorités à se pencher davantage sur les problèmes qui affectent le secteur de la pêche. L'impuissance et la désolation se lisent sur le visage de ces pêcheurs. Cela fait plusieurs semaines, voire des mois que leurs activités tournent au ralenti. Les causes sont diverses, mais l'utilisation des filets dérivants par des pêcheurs issus d'autres localités semble aggraver la situation. Parce qu'à chaque fois qu'on est à la mer pour retrouver nos filets, on voit qu'ici, les filets sont tous gâtés parce qu'à cause des filets dérivants. Ils viennent au point. Ils coupent nos pointes. Il faut que le ministre Nous alertons le ministre. Nous ne voulons pas de ce genre de filet. Nous sommes presque plus au chômage technique. D'aucuns ploient même sous le poids des dettes. Autre doléance, la rupture de stock de l'essence pirogue. Depuis 2 semaines, nombreux sont les pêcheurs de Ouakam qui sont taqués, sans aucune explication possible de part et d'autre. Le carburant est indispensable pour nous pêcheurs. Le pire est que nous n'avons reçu aucune information émanant des autorités compétentes. Nous sommes dans le flou total. Ceux qui ont déjà leur filet en haute mer, ils sont censés faire quoi? 35 000 francs essence. 3 000 francs essence. Nous sommes à l'agonie, d'autant plus qu'on nous parle de suspension des subventions des moteurs. Ils affirment avoir toqué plus d'une fois aux portes des autorités pour penser les plaies du secteur, mais sans aucune réponse concrète. En sport, beach soccer mondial 2025, le Sénégal frappe fort d'entrée face à l'Espagne. Les Lions de la plage ont parfaitement lancé leur compétition en dominant l'Espagne 4-1 lors de leur premier match du groupe C ce vendredi aux Seychelles, maître du jeu du début à la fin. Les Sénégalais ont envoyé un signal fort à leurs adversaires dans cette Coupe du Monde. Prochain défi pour les hommes de Mangala Silla, Tahiti, ce samedi 4 mai à 12h30 GMT. Football, toujours U20, le champion à titre, le Sénégal a été tenu en échec par la République centrafricaine, un but partout. Les Lionceaux ont ouvert le score à la 49e minute grâce à Cheikh Tidiane Thiam avant que Penba Zognan, entré en jeu à la 71e minute, n'égalise 3 minutes plus tard. Pour leur deuxième sortie, les Lionceaux affrontent la RD Congo.
C'est tout pour ce soir. Merci d'avoir choisi le journal de cette TV pour vous informer. Restez avec nous. Nos programmes se poursuivent. Merci et au revoir.